Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, du 13 mars au 8 août 2022, s'est tenu à Doha au Qatar des pourparlers de paix entre le gouvernement de transition phase 1 et les Tchadiens en opposition armée ou politico-militaire. Après 5 mois de débats, parfois houleux, les deux parties ont signé un accord de paix de portée majeure. Un an après ces pourparlers, après la signature de cet accord, il importe de faire l'état du lieu de la mise en œuvre de cet accord. À cet effet, j'aurais soit pour débattre de cet accord de Doha, le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, M. Abderrahmane Koulamala. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Pour rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs, dites-nous dans quel contexte et quelles sont les motivations profondes qui ont sous-tendu la tenue des pourparlers de Doha. Bon, quelle motivation? D'abord, c'est des motivations de haut lieu. Vous savez qu'après la prise de pouvoir par le président Mahamadou Idriss Déby et par le Conseil militaire de transition, la volonté manifeste des nouvelles autorités était de réconcilier les Tchadiens et d'ouvrir nos fenêtres sur la paix et la réconciliation nationale. Le chef de l'État a tenu particulièrement à ce qu'il n'y ait aucun opposant en dehors du pays, quelles que soient ses motivations, qu'elles soient des motivations de simple exil ou des motivations d'une lutte armée. Cela a conduit le chef de l'État à mettre en place un comité spécial présidé par l'ancien président Goukouni Ouédé. Ce comité spécial qui a fait un très très bon travail de recensement des forces politico-militaires existantes, celles qui sont sur le terrain ou celles qui ne le sont pas, de telle sorte que l'ensemble de ces forces se sont retrouvées à Doha. Et comme vous l'avez si justement rappelé, après plusieurs mois de discussions, plusieurs mois d'intenses discussions, même quelquefois de situations de rupture, le gouvernement a fait des efforts considérables pour amener les forces politiques essentielles, je dis bien essentielles, à signer cet accord qui reste un accord historique au même titre que les accords qui se sont passés tout au long de l'histoire tumultueuse de notre pays. Oui, monsieur le ministre, comme vous le dites, il y a eu de concessions de part et d'autre. Et c'est ce qu'on appelle la guerre des braves. Pour la signature de l'accord, il y a eu des concessions de part et d'autre du gouvernement, tant des politico-militaires. C'est la guerre des braves, ou bien c'est la paix des braves, j'allais dire. Oui, c'est plutôt la paix des braves. Vous savez, les armes n'ont jamais rien résolu au Tchad. Et les armes sont des oiseaux de mauvais augure. On n'a jamais résolu le problème d'un peuple par la violence et par l'accaparement du pouvoir par les armes. Notre histoire est jonchée de ces guerres à répétition, de ces prises de pouvoir par les armes qui n'ont conduit qu'à des dictatures. Et je crois que la transition pacifique dont a hérité le président Mahamadou Idriss Déby était une opportunité incroyable pour réconcilier les Tchadiens. À ce titre-là, on peut dire que la première phase de la transition a été une réussite. Et si elle a été une réussite, c'est d'abord parce que c'est la volonté des plus hautes autorités de l'État, comme je l'ai dit, du chef de l'État lui-même, mais aussi du gouvernement, du Premier ministre de l'époque qui a joué un grand rôle, et des membres du gouvernement qui ont conduit la délégation de Doha, et de mon prédécesseur, M. Acher Ibn Omar, qui ont fait un travail remarquable pour que les Tchadiens puissent se réconcilier et puissent enfin taire les armes dans notre pays. C'est l'une des rares fois dans notre histoire où des mouvements politico-militaires d'un grand nombre se sont ralliés depuis les accords de Lagos qui a mis en place le gouvernement d'union nationale de transition. C'est bien la première fois que des forces politico-militaires acceptent de saisir la main tendue des autorités tchadiennes. Oui, monsieur le ministre,
la main tendue a été saisie au bon moment. Mais si je vous demandais aujourd'hui de nous faire le bilan de l'accord de Doha, selon vous, serait lequel? Quelles sont les retombées politiques? D'abord, beaucoup de choses ont été faites. D'abord, le retour dans la sécurité des anciens politico-militaires, leur présence massive dans les institutions de l'État, que ce soit au gouvernement ou au Conseil national de transition. Tous les mouvements signataires de l'accord de Doha sont aujourd'hui membres du Conseil national de transition. Et certains sont membres du gouvernement. Et d'autres sont en discussion permanente avec le ministère dont j'ai le privilège d'avoir la charge. Et chaque jour que Dieu fait, nous les recevons, nous discutons avec eux. Nous avons accusé beaucoup de retard dans la mise en place du DDR. Nous allons revenir, monsieur le ministre. Et c'est peut-être l'un des points d'échappement, mais de façon globale, nous avons tenu nos engagements avec les politico-militaires. On les a indemnisés pour qu'ils puissent s'installer. On essaye de voir leurs problèmes au quotidien pour les résoudre. On essaye de faire rapatrier, pas simplement les signataires des accords de Doha. Nous sommes en discussion avec d'autres politico-militaires qui ne sont pas signataires des accords de Doha, mais aussi les exilés politiques qui sont depuis longtemps en dehors. J'ai reçu comme instruction ferme du chef de l'État de faire revenir tous les Tchadiens qui sont en dehors. Vraiment, je crois que c'est une énorme opportunité que le chef de l'État offre aux Tchadiens pour qu'ils puissent retrouver la mère patrie. Vous savez que j'ai souvent dit que l'oppression de l'exil est quelquefois plus grande que toute autre oppression. Seuls ceux qui n'ont pas connu l'exil ne peuvent pas savoir l'oppression que peut peser sur un Tchadien, sur un patriote tchadien, cet exil l'exil n'a jamais été quelque chose de facile. C'est pour ça qu'il faut féliciter tous les gens qui ont décidé de rentrer au pays, de mettre de côté leur grief sur le gouvernement, sans renoncer, bien entendu, à leurs convictions propres. Monsieur le ministre, vous avez évoqué le DDR, mais qu'est-ce qui empêche que cela puisse être mis en place, étant donné que c'est une des recommandations des accords de Doha? Alors, vous savez, les accords de Doha ont mis en place un comité de suivi dont dépendent toutes les autres structures, y compris le comité national de mobilisation, réinsertion, désarmement, démobilisation, réinsertion, qui est le DDR. Ce comité de suivi peine à être mis en place. Et ce n'est pas la faute du gouvernement, puisque ce comité est désigné de façon tripartite, 3 membres du gouvernement, 3 représentants du gouvernement, 3 des politico-militaires et 3 de la communauté internationale. Les 3 membres de la communauté internationale ont de la peine à être désignés, puisque les implications diplomatiques sont assez grandes. Et au sein de notre ministère, nous avons pensé qu'il n'était pas possible d'attendre encore plus longtemps, plusieurs mois après les accords de Doha, d'attendre encore plus longtemps. Il fallait absolument inverser un peu la vapeur et mettre en place le comité DDR, qui est d'ailleurs dirigé par mon collègue ministre de la Défense, et avec d'autres membres du gouvernement et des politico-militaires qui sont au nombre d'une dizaine de personnes. Donc, ce comité est déjà mis en place et est déjà à pied d'œuvre. Il est en train de mobiliser les ressources. Vous savez que la situation au Soudan ne favorise pas la mise en place du DDR, puisque beaucoup d'opposants, beaucoup de militaires sont sur le territoire soudanais, ou du moins à la frontière du territoire soudanais, et cela complique quelque peu la donne. Et il y a aussi quelques-uns qui sont en Libye, qui rentrent déjà massivement. Je crois que le comité du DDR, qui est mis en place depuis plus d'1 mois maintenant, 1 mois et demi, est un comité qui est représentatif, qui va travailler. Et nous sommes en train de nous atteler, le gouvernement est en train de s'atteler pour mettre en place le comité de suivi, qui est un comité dont
dont le processus de DDR y dépend, puisque ce comité doit suivre la réalité de ce désarmement, démobilisation et réinsertion. Vous savez que le processus DDR est un long processus. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire très rapidement. Il faut démobiliser les combattants, il faut les désarmer, les démobiliser et chercher à les réinsérer. Tout le monde ne peut pas être réinséré que dans l'armée. Beaucoup peuvent être réinsérés au niveau des autres ministères, élevage, agriculture, enseignement supérieur, enseignement tout court. Et beaucoup de gens doivent reprendre aussi, et parmi eux, il peut y avoir des commerçants qui doivent reprendre leur vie active. Vous savez, les groupes armés qui ont combattu le gouvernement ne contiennent pas que des militaires, ils contiennent aussi des civils qui sont partis prendre les armes. Et ces civils-là, il faut qu'ils soient réinsérés, pas forcément dans l'armée. Il y a parmi eux des personnes qui peuvent être prises en charge par des ministères comme le ministère de l'Enfance, parce que si vous avez des majeurs très jeunes, entre 18 et 19 ans, il faut revoir leur situation et les réinsérer aussi au niveau de leurs études. C'est un large programme. Le DDR peut durer sur plusieurs années, mais ce n'est pas là, c'est l'essentiel, mais la question essentielle est de savoir est-ce que les politico-militaires sont traités à leur juste valeur? Je crois que oui, puisque le ministre que je suis les reçoit pratiquement tous les jours et essaye de résoudre autant que faire se peut leurs préoccupations. Mais monsieur le ministre, c'est votre ministère qui est en charge de cela. Vous ne voulez pas parler, est-ce que vous voulez dire que quand on fait du bon travail, on n'a pas besoin de crier sur les toits? Bon, vous savez, le rôle d'un ministre, ce n'est pas de venir se vanter. Le rôle d'un ministre, c'est de travailler pour la République. Nous sommes des serviteurs de l'État. Nous avons été désignés non pas pour notre gloire personnelle, mais pour servir l'État, servir nos populations. Il n'est pas de bon ton de venir se vanter devant les journalistes en disant « je fais ceci, je fais cela ». Je crois que les politico-militaires eux-mêmes savent si nous sommes un ministère qui est proche d'eux, et je crois qu'ils pourront vous le confirmer. Mais moi-même, je connais les politico-militaires, j'ai été un politico-militaire, je connais les problèmes qui se posent aux politico-militaires. Ce sont des gens qui ont quitté leur pays depuis plusieurs années, et le retour au pays est toujours un peu difficile, la question de la réinsertion. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'aspects. Je ne sais pas si on arrive à bien les gérer en ce moment, mais nous avons la volonté de bien les gérer. Oui, monsieur le ministre, avant de poursuivre sur la lancée, votre ministère s'appelle ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Mais le volet cohésion sociale, dites-nous concrètement, ça consiste à faire quoi? Est-ce que vous réconciliez vraiment les travailleurs avec l'État? Ou bien qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce cadre? Il faut distinguer le dialogue qui est un dialogue social qui est dévolu à mon collègue de la fonction publique. Et il y a le dialogue et la réconciliation qui est dévolue à mon ministère. Donc nous avons comme vocation d'être aussi des médiateurs dans certains conflits. Beaucoup de gens nous écrivent parce qu'ils ont des conflits avec l'administration. À défaut du médiateur national, nous assumons un peu cette fonction. Mais la cohésion sociale est l'un des aspects les plus essentiels de mon ministère. La cohésion sociale, c'est un peu transversal, qui touche tous les ministères. Vous savez, les premiers déséquilibres dans notre société, c'est un peu les conflits intercommunautaires, c'est le problème de la jeunesse pour son insertion dans la vie active, c'est le problème des retraités, c'est les problèmes qui sont des problèmes insolubles, c'est-à-dire le problème de la justice sociale qui doit préoccuper mon ministère. On ne peut pas faire la cohésion sociale sans qu'il y ait justice sociale, sans qu'il y ait équité dans l'administration. La question des nominations des gens, la question de l'équilibre dans nos régions, de l'équilibre géopolitique, même si les gens ne veulent pas en parler, c'est une question essentielle.
notre pays a souffert des déchirures qui sont liées aux déchirures dues à l'oppression sur certaines communautés nationales. Il faut réconcilier les Tchadiens dans tous ces aspects-là. Et ce sont des aspects essentiels. Vous savez, aujourd'hui, il y a des pans de notre société, des pans de nos régions qui sont qui se sentent un peu délaissés. Il faut que nous puissions répondre à leur désarroi, mais aussi à leurs cris qu'ils lancent. Parce que si on n'écoute pas son peuple, on se trompe de politique. Monsieur le ministre, dans vos attributions, j'insiste, vous voulez dire qu'avec les politico-militaires qui sont restés toujours en opposition, vous avez toujours langue avec eux? Vous savez, les politico-militaires sont un seul aspect de mon travail, enfin du travail de mon ministère. Les politico-militaires sont un seul aspect de la réconciliation nationale. Je ne fais pas que ça, mais je reçois les politico-militaires parce qu'il faut respecter la parole donnée. La parole donnée, c'est les accords de Doha. Est-ce que nous avons fini avec les accords de Doha? Non. Les accords de Doha n'ont pas été complètement liquidés. Il faut pouvoir liquider les accords de Doha et faire en sorte que l'engagement pris par l'État soit respecté dans toute sa forme et dans toute sa dimension. Mais il ne faut pas réduire le ministère de la Réconciliation nationale à simplement les politico-militaires. Quand le DDR va commencer, les politico-militaires iront voir les gens du DDR. D'ailleurs, beaucoup sont en train de transiter vers le DDR puisque nous en aurons fini avec eux. Mais la réconciliation de notre peuple, de notre jeunesse, la réconciliation des tribus, des ethnies, des régions du Tchad n'est pas finie, ça ne fait que commencer. La phase 2 de la transition doit être le coup d'envoi vers une réconciliation, une cohésion nationale totale. Je le dis et je le répète, la cohésion nationale ne peut pas être faite sans que nous jetons un regard lucide sur notre société et les pratiques qui ont été les nôtres durant toute l'histoire politique du Tchad, faite d'injustice, faite de division, faite d'arbitraire. Il faut que cela cesse et puis qu'on aille vers un nouveau monde, des nouvelles espérances. Et ça, le chef de l'État, le président de la République, le président Mamadi Idriss Déby, est le meilleur garant de ça. Je crois en lui. Je sais sa volonté inébranlable de réconcilier le Tchadien et de faire émerger un nouveau Tchad pour que notre jeunesse se sente bien, pour que notre jeunesse puisse aller encore vers la réconciliation totale, la réconciliation des cœurs, pas simplement une réconciliation des façades, pas une réconciliation de folklore. Monsieur le ministre, l'accord de Doha propose la proclamation du cessez-le-feu sur l'étendue du territoire national. Cette inquiétude que nous vivons maintenant, est-ce que c'est à mettre à l'actif de ce cessez-le-feu qui est grâce à l'accord de Doha? Sans nul doute. Il n'y a même pas de discussion à avoir dessus. Même avant l'accord de Doha, notre pays vit dans une relative sécurité. À part quelques actions désespérées de quelques groupes terroristes de Boko Haram, notre pays est un havre de paix et un havre de réconciliation. On ne peut pas dire aujourd'hui que dans un environnement africain où tout fout le camp autour de nous, nous sommes un pays stable, avec des institutions stables. Qui a donné cher de la vie des institutions tchadiennes après la mort du maréchal? Le président Tshisekedi, que nous avons rencontré récemment, disait que personne ne croyait à ce que le Tchad puisse réussir et que nous sommes plus proches de la réussite que de l'échec. Vous le constatez vous-même. Quand vous sortez dans la rue, quand vous vous promenez, il y a une sécurité grandissante. Une sécurité grandissante et un recul grandissant de l'insécurité et des troubles. Et je crois que cela est à mettre à l'actif, non pas de notre force militaire, qui est réelle, mais de la volonté des autorités, des plus hautes autorités, de réconcilier le Tchadien et de montrer aux Tchadiens une volonté. Vous savez, nous avons un chef d'État qui est un homme croyant, profondément croyant. Et c'est cette croyance en Dieu qui l'amène à bien gérer ce pays et qui permet de bien guider ses ministres
pour qu'il y ait une certaine harmonie dans notre société. Nous avons besoin de cette harmonie. Et nous aurons cette harmonie parce que les Tchadiens ont une capacité de résilience sans commune mesure. Oui, monsieur le ministre, nous nous acheminons vers la fin de notre débat. Autour de nous, il y a des pleurs, des cris. Vous, en tant que ministre de la Réconciliation nationale, quel commentaire faites-vous? Vous savez, quand on a passé plus de 50 années de sa vie dans la vie politique, on ne peut être que sensible aux cris et au désespoir de son peuple. Et j'entends les cris et les pleurs de nos populations, mais nous ne sommes pas responsables de ces pleurs de et nos de voisins. ces cris. Oui, pour nos voisins. Vous savez, c'est tellement compliqué de parler de nos voisins. C'est déjà compliqué de gérer notre propre pays et je crois que les Tchadiens ont raison de ne pas se mêler de ce qui se passe chez les voisins. Nous avons déjà fort à faire avec notre pays, avec les réfugiés soudanais sur notre territoire. Nous n'allons pas compliquer la donne en donnant des leçons à qui que ce soit. Nos frontières sont garanties. La personne qui veut venir mettre en péril notre frontière trouvera l'armée nationale en face d'elle. Nous sommes sereins dans notre territoire et à l'intérieur de nos frontières. Nous gérons notre pays avec beaucoup de dextérité, avec beaucoup de souplesse, avec beaucoup d'ouverture. Et nous n'entendons pas être les gendarmes de l'Afrique. Ce n'est pas notre rôle et ce n'est pas notre vocation. Nous sommes là, nous sommes prêts. Maintenant, je ne suis pas habilité à lancer des appels, mais à titre personnel, je ne peux qu'être sensible aux problèmes de nos voisins qui ont des troubles. Si peut-être vous faites allusion au Niger, c'est aux Nigériens de trouver la façon de régler leurs problèmes. C'est à la CEDEAO au Niger. Nous, on ne fait pas partie de la CEDEAO. Nous sommes bien dans nos frontières. Nous sommes là. Le ministre de la Défense a déclaré que le Tchad n'interviendra jamais dans le conflit nigérien. Et c'est très bien, parce que c'est un peu la volonté aussi de notre peuple. On a déjà nos propres problèmes. Contentons-nous de nos problèmes pour que Dieu nous aide à régler nos problèmes. Monsieur le ministre, y a-t-il un point sur lequel vous voulez insister et que nous n'avons pas abordé? Bon, le point essentiel, c'est de dire aux Tchadiens d'avoir foi en l'avenir. Parce que mon rôle, c'est de lancer un message de paix et de réconciliation. Nous allons vers des élections. Je prie le ciel, je prie le Tout-Puissant pour que ces élections se passent dans un climat apaisé, dans un climat consensuel, dans un climat de transparence totale. Je veux lancer un appel à notre jeunesse pour leur dire: ne soyez pas désespérés. L'avenir vous appartient. Ce que nous ferons pour demain, c'est fait pour la jeunesse. Elle trouvera son compte dans ce qui se fait demain parce que nous allons mettre en place des institutions fiables. Nous allons conquérir des institutions fiables pour que tous les Tchadiens puissent trouver la liberté qui leur est tant chère. Cette liberté sans laquelle nous ne pouvons rien construire dans notre pays. Chers téléspectateurs, je rappelle que j'ai reçu comme invité le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, M. Abderrahmane Koulamala. Merci de votre aimable attention. Restez bien sur le programme de Télé Tchad.